Bonjour à tous. Avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous parler du salon Création et Savoir-faire, avec lequel j'ai le grand plaisir d'être partenaire. Vous connaissez sans doute ce salon du faire soi-même, c'est le numéro 1 en France et même en Europe, et qui a lieu en fin d'année tous les ans à Paris, à la porte de Versailles. Quand on parle du CSF dans le podcast, c'est à ce salon qu'on fait référence. Cette année, il se déroule du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre. Moi, j'y vais depuis plusieurs années en tant que visiteur et cette année, j'y serai tous les jours avec plusieurs casquettes, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est l'occasion de voir toutes les marques que j'aime en un seul endroit. J'adore aussi croiser les créatrices et les créateurs que je suis sur Instagram et que j'ai reçus parfois dans le podcast, ça c'est cool. Et j'aime aussi tester des nouvelles activités. Je me souviens avoir essayé l'aquarelle et la broderie pour la première fois au salon. Moi, évidemment, j'y vais pour les produits do it yourself, mais il y a aussi des créations déjà faites dans le village des créateurs. Et ça, c'est parfait pour les cadeaux de Noël, bien sûr. Quand on aime le fait main, c'est cool d'offrir du fait main, non? D'ailleurs, on peut aussi offrir des kits, et ça, c'est parfait pour les fans de DIY aussi. Et c'est également un chouette moment de rencontre avec les dizaines de créatifs qui sont là pour nous transmettre leur savoir-faire au travers de 1000 heures d'ateliers, avec par exemple des ateliers autour du papier, du patchwork, du crochet, des cyanotypes, des cosmétiques, des beaux-arts. Il y a une vingtaine de thématiques en tout, l'embarras du choix, quoi. D'ailleurs, il reste quelques places pour celui que j'anime sur l'entrepreneuriat créatif. Pour vous inscrire à tous ces ateliers et prendre votre billet d'entrée, je vous invite à aller sur le site création, au pluriel, savoir-faire.com. Je vous conseille de réserver votre journée entière sur place pour bien profiter du salon, car il y a vraiment plein de choses à voir. Et si vous hésitez sur la meilleure journée pour venir, sachez que le jeudi soir, c'est nocturne, en mode after work festif. Moi, j'y suis souvent allée sur ce créneau et c'est vrai que c'est très sympa. Et le dimanche, c'est la journée famille avec des ateliers enfants gratuits sur l'allée centrale et un tarif adapté. Et au fait, est-ce que vous avez vu ou plutôt entendu que j'anime désormais également le podcast Paroles créatives? C'est le nouveau rendez-vous audio qu'on a imaginé avec l'équipe donc du salon Création et Savoir-faire, rien que pour vous, pour prolonger toute l'année l'ambiance du salon, mettre une voix sur une marque qu'on adore, découvrir un créateur qu'on aime suivre au quotidien sous une autre facette, ou encore plonger dans les coulisses du salon. Il y a déjà plusieurs épisodes qui vous attendent et je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour les prochains épisodes. Chaque épisode dure entre 15 et 20 minutes, donc c'est hyper facile à caser dans nos emplois du temps. Et bien sûr, on ne s'arrête pas à la fin du salon, c'est un rendez-vous à l'année. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Il crée avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, des crayons. Ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent que je vous propose, à la fois pour vous faire découvrir le podcast Causons Couture et pour vous faire découvrir les coulisses de la vie d'hôte de podcast. Passionnée de couture de vêtements, Mathilde est coach en images certifiée et elle anime des ateliers couture. Et vous pouvez la retrouver sous la marque Atelier Sherwood. Elle a créé Causons Couture en septembre 2019, au même moment que moi, et donc on se croise très régulièrement depuis. On a eu envie de partager avec vous notre quotidien autour du podcast pour qu'au-delà des épisodes, vous vous rendiez mieux compte de ce que ça représente d'animer un podcast. D'ailleurs, j'en profite pour glisser le fait que j'attends votre avis sur mon podcast à moi fait main. Je vous ai préparé une petite enquête pour mieux connaître vos attentes. Le lien pour y répondre est un peu partout, notamment dans les notes de l'épisode et sur mon site podcastfaitmain.fr. Merci d'avance et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Fait Main et sur Causons Couture. Eh ben oui, bienvenue à tous sur Fait Main et Causons Couture, donc. L'idée de notre épisode d'aujourd'hui, c'était de partager un petit peu les coulisses de ce que c'est de faire un podcast dans le domaine du DIY, mais avec des choses sans doute qui vont s'appliquer à plein de podcasts, et puis voilà, de se présenter un peu mutuellement et de discuter. Très bien. Eh ben oui, parce que en fait, Mélanie, on a toutes les deux commencé ensemble à faire le podcast. Tu l'as lancé à quelques jours ou semaines. Enfin, on a lancé ça à peu près le même mois et c'était... Ouais. Il y a 4 ans.
C'est ça, exactement. Et c'était assez chouette de se suivre en fait de point en point depuis ce lancement avec chacun nos parcours et nos chemins différents, avec toujours la même, je dirais, je pense qu'on a la même envie et de partager, de découvrir des nouvelles personnes, mais avec une ligne, alors éditoriale, dirons-nous, légèrement différente. Et donc c'est marrant d'avancer en parallèle et en même temps un petit peu croiser, de se recroiser régulièrement au fil de ce chemin. Exactement, parce qu'alors dans Femin, donc toi t'es très couture, mais je vais te laisser te présenter après. Oui. Et Femin, c'est sur le DIY au sens large. Par exemple, le dernier épisode, c'était sur la céramique, un d'avant sur la broderie, un des prochains, ça sera sur les bijoux, sur la peinture, donc un univers pour découvrir. Enfin, on découvre en fait les entrepreneuses créatives de manière assez large et sur des thématiques assez larges dans le domaine des loisirs créatifs. Voilà, et donc moi je suis plus, comme son nom l'indique, sur la couture, avec des petites incursions à droite à gauche. Alors en petit spoiler, il y aura un petit peu de tricot normalement dans l'hiver, voilà, et aussi pas mal d'entrepreneuriat plus largement lié en fait à la couture d'une manière ou d'une autre. Ouais, super. Tu fais combien d'épisodes? Enfin, quel est ton rythme de diffusion? Alors, depuis le début, quand je fonctionne, en gros, c'est tous les 15 jours. Voilà, en fin de semaine, tous les 15 jours. Il se trouve qu'au début, j'avais une vie et des choses qu'on fait que je n'ai tenu que 3-4 mois à chaque fois. Donc, j'ai des saisons, on va dire, entre guillemets, ou des années plus courtes que d'autres. Depuis que je suis à mon compte sur Atelier Sherwood, donc qui est mon entreprise qui soutient, on va dire, le podcast, j'ai tenu l'année dernière, toute l'année. Donc, j'ai fait beaucoup d'épisodes, donc de septembre à juillet, enfin fin juin. Et donc là, écoutez, j'ai une programmation bien avancée avec l'ambition de tenir le coup, on va dire, jusqu'à juin l'année prochaine. Donc c'est tous les 15 jours. Et donc mon dernier épisode qui est sorti vendredi ou samedi, c'était le numéro 40. Sachant que j'ai des petits hors-série qui fait que je dois avoir une 50aine d'épisodes aujourd'hui. Dispo à écouter. Ok, c'est ça. Toutes les plateformes, évidemment. C'est ça, exactement. Donc, moi, le lien direct que je donne, c'est mon site internet, avec la partie blog où, en fait, dans le menu, vous avez Cause en couture et chaque épisode a son article de blog avec les quelques références et un player où vous pouvez écouter directement l'épisode, sinon sur toutes vos plateformes d'écoute comme le tien, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Et j'ai découvert qu'il y avait une page Cause en couture sur Amazon. Bon, Et sur Amazon Music. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a effectivement, Audible, je pense. Ouais, il y a tout un tas de plateformes de sites d'écoute où on maîtrise pas grand chose. Enfin, ça se fait tout seul. Ils viennent récupérer le flux RSS, je pense. C'est ça. C'est-à-dire que toi, comme moi, on a dû s'inscrire à des sites de repartage, en fait. C'est-à-dire qu'on inscrit nos podcasts. Enfin, moi, je l'ai fait sur plusieurs plateformes. On inscrit le feed RSS de nos podcasts et en fait, il est diffusé sur un grand nombre de sites d'écoute de musique, d'audio, de livres et de podcasts en tout genre. Ouais. Alors moi, je l'ai pas fait. Il y a plein de choses où j'ai découvert comme toi. Mais bon, ok, bon, très bien. Des fois, c'est notre hébergeur qui s'en occupe directement, en fait. C'est inclus, disons, d'une certaine façon dans l'abonnement, ce qui fait que c'est diffusé à droite à gauche. Donc, voilà la chance d'être diffusé dans le monde entier, un peu sur plein de sites. Et moi, pour la diffusion, depuis quelques semaines, je me suis donné un challenge, une contrainte, un cadre, d'arriver à diffuser un épisode tous les samedis. Ouais. Parce que moi, je suis à mon compte que depuis quelques mois, c'est depuis le début de l'été. Et donc, pendant 4 ans, c'était un peu... Le rythme de diffusion était très aléatoire. Donc, les premiers mois du podcast, je me demande toujours comment j'ai fait parce que j'ai réussi à en diffuser un par semaine pendant quelques mois. C'est un peu la folie du début. C'est ça. Et puis après, planning pro
oblige, famille, tout ça. Donc j'ai été beaucoup moins régulière. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Et alors aujourd'hui, ça te fait combien d'épisodes à écouter? Je viens de diffuser le 104. Ouais. Et comme toi, j'ai aussi des hors-séries, des bilans, un peu des blabla, monologues, voilà, des bonus, etc. Et quelques rediffusions cet été. J'ai tenté de remettre en avant des épisodes. Donc voilà, en gros, il y a 140 vraiment audio inédits à écouter. D'accord. Et justement, cette question de rediffusion, je sais que j'ai déjà vu ça dans certains podcasts, sur les périodes, on va dire, creuses, comme l'été, tout ça, ça se fait. Ça a donné quoi chez toi? Ce qui était assez rigolo, c'est que alors ils sont moins écoutés que initialement quand il a été diffusé, mais ils ont quand même été écoutés de manière significative. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai des personnes qui m'ont dit bah tiens, je l'ai écouté, je me souviens plus si je l'avais écouté ou pas, parce que finalement j'ai vraiment mis en avant des épisodes un peu plus anciens. Ouais. Typiquement Anne Solange Tardy, c'était l'épisode 30 et c'était je crois il y a 3 ans ou voilà, enfin c'était quand même assez ancien. Zakadi, Happy as a Bee, etc. Un peu, bon aussi les personnes que les gens ont beaucoup écouté. Et voilà, un conseil que j'avais retenu aussi d'un échange avec Jeanne de Basilic, du podcast Basilic, c'était qu'elle fait un mixte entre les épisodes qui ont été moins écoutés et qui mériteraient d'être plus écoutés, et un peu les épisodes un peu stars entre guillemets, parce que voilà, les gens c'est des personnes qu'on apprécie et qu'on a envie d'écouter. Oui, qu'on a envie de mettre en avant un peu plus. Et quand toi et moi, on sait que préparer un podcast, c'est énormément de temps d'investissement. Exactement. Donc, je salue largement le challenge d'1 par semaine. Ouais, alors bon, on verra combien de temps j'arrive à le tenir. Hein, mais, Et alors, toi, ça te prend combien de temps à partir du moment où le rendez-vous est booké jusqu'à la diffusion de l'épisode? Alors, quand j'avais calculé il y a quelques temps en arrière, je m'étais dit ça prend à peu près entre 7 et 10 heures de travail. T'es dans les mêmes... Non, j'étais curieuse de savoir ce que t'allais dire, parce qu'on est à peu près là-dedans. Ouais. Donc, on a compté 2 heures d'enregistrement entre le temps où on s'y met. Moi, j'ai des épisodes qui se tournent autour de 45 minutes, 1h15, 1h30 pour ceux où on s'emballe vraiment. Et puis, c'est toujours des gens qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on fait les épisodes. Et donc, on a toujours plein de choses à se dire après. Donc, on compte 2 heures d'enregistrement. Et puis après, il y a la partie un peu montage, alors qui est pas un vrai montage, hein, qui est vraiment du dépoussiérage et de la mise à l'écoute propre de l'épisode. Je me souviens qu'au début, je passais... je triplais le temps, parce qu'en fait, je me souviens, on en avait parlé. Moi, je disais, mais comment tu fais pour faire si vite? En fait, j'ai enlevé tous les tous ces trucs-là. Et ça prenait un temps de folie. Et moi, je me suis dit, je tiendrai pas. J'ai calmé mon sens de la perfection ou du truc, et je fais plus quelque chose de plus succinct, et heureusement, parce que sinon j'y arriverais pas en fait. Ça me demanderait tellement de temps, et ça me donnerait tellement d'angoisse de devoir nécessiter beaucoup plus d'une journée pour gérer un épisode en fait. Alors moi je continue de le faire, mais j'ai l'impression d'être plus efficace aujourd'hui. Alors, je pense aussi qu'on gagne en efficacité, hein, parce que tout devient un peu automatique, on arrive plus à le faire. Ou alors, est-ce que les gens que j'interviewe sont moins, ont plus l'habitude de parler de leur travail? Moi, je sais pas. Hein. Moi, le pire montage, enfin non, il y en a eu plein des trucs de pire montage, mais en tout cas, il y en a un dont je me souviens, c'était une invitée assez jeune et qui mettait des du coup partout. C'est ça. C'est-à-dire qu'on devient très au fait d'un tic de langage de notre invité. C'est clair. Et alors, par contre, du coup, j'arrive pas à savoir si moi j'en ai un. Moi, je dis des E. Je dis des E pas mal. J'essayais à un moment de retirer tous les gros E. Et puis, en fait, hein.
Je sais qu'en début de question, alors je peux essayer de les enlever pour moi parce que ça fait un peu moins pro. Alors vous le saurez, hein, s'il y en a pas, c'est qu'il y en a peut-être eu un. À l'écoute. Les personnes à qui je pose des questions, qu'elles aient un E, il m'est arrivé de les couper et de trouver que c'était un peu brut et que finalement le E permettait de comprendre le temps de réflexion ou de la respiration. Parce qu'à un moment, je coupais vraiment tout et à réécouter. Alors, c'est pas flagrant, mais moi, je me rendais compte que c'était un petit peu speed, quoi, comme rythme. Ouais. Inconsciemment, c'est eux, c'est du coup, c'est blanc. Alors, il y en a qui sont très doués, hein, qui font pas de eux, qui sont très bons, qui prennent le temps, voilà. Et tout ça, ça donne un temps de respiration qui est à l'écoute aussi quand même assez agréable. À moins qu'on l'écoute en rapidité, et ça, je pense qu'il y en a peut-être qui le font, comme on écoute les messages vocaux de ses correspondants sur WhatsApp ou je sais pas quoi, en augmentant le volume. Et je sais qu'il y en a qui écoutent les livres audio, pareil, en accéléré un petit peu plus vite. Bon, je pense qu'on perd sur le naturel et l'écoute confortable, mais après, on a l'information, donc... Tu vois, j'avais jamais réfléchi. Envisager à ça. Ouais, non. Donc effectivement, moi, je suis un peu comme toi, mais je le fais encore. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai tendance à raccourcir un petit peu les choses pour avoir une écoute assez dynamique. Ouais. Par contre, s'il y a un blanc qui traduit une émotion, je vais avoir tendance à le garder ce blanc. Mais bon, si c'est juste un blanc pour dire attends, je réfléchis et qu'est-ce que je vais te dire, bon. Oui. Et parfois je vais raccourcir s'il y a un blanc, mais je vais pas non plus. Donc nous on travaille avec des lignes, avec des petites. Des petits traits, des petites ondes. C'est vrai que je vais pas coller la réponse à la mienne, ça fait un petit peu trop papaf quoi. Ouais, mais comme les pubs à la radio où tu sais, ils sont tellement chronométrés. C'est ça. Il a pas le temps de respirer, le mec, là. C'est ça. Ben, je pense qu'il a été coupé. Oui. Donc voilà. Mais oui, on est sur plus d'une journée de travail, sur l'entièreté d'un épisode, tout à fait. Ouais. Et alors, j'avais été invitée par Stéphanie de J'aime la paperasse, qui a un podcast aussi. Et elle m'avait fait halluciner quand elle m'avait envoyé son petit brief de préparation d'épisode. Sur une fiche Notion, enfin sur une page Notion, hyper bien détaillée et tout, hyper préparé. Je fais oh purée, moi je fais pas du tout comme ça. Moi, genre il y avait quoi comme information? Bah c'était ça reprenait tout en fait. Elle représentait son podcast. Alors je trouvais ça très bien fait, hein. Ouais. Elle reprenait son podcast et puis après je sais plus, elle devait il y avait des parties où tu pouvais toi remplir un petit peu, tu vois, pour la guider sur certaines choses. Enfin voilà, c'était très bien fait. Et puis après, je pense qu'il y avait des choses aussi sur la diffusion, peut-être aussi un petit peu expliquées derrière. Tu vois la communication que tu peux faire autour. Voilà. Et j'avoue voilà, que je suis très freestyle. Ouais, bon. Moi pareil. C'est-à-dire que je vais me présenter auprès de mon invité et lui dire j'ai pensé à toi pour telle raison. Donc soit c'est pour ton travail en général, soit ça va être pour une thématique que mon invité va développer ou un grand axe de travail ou une valeur qui revient régulièrement. C'est vrai qu'au début j'avais tendance à faire vraiment des interviews coup de cœur de personnes que j'appréciais et que je suivais. Et petit à petit, j'ai essayé justement de donner un axe et de choisir en fait quelque chose plus que juste j'aime cette personne et j'ai envie de la faire découvrir, de vraiment mettre en avant un axe en fait. Voilà. Et les gens souvent me disent envoie-moi des questions avant, dis-moi ce que tu veux, genre j'ai la trouille et tout ça. Mais je dis mais non, en fait on va juste papoter. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite. Moi, je leur dis, on va commencer le podcast tout de suite parce qu'en fait, toutes les questions que j'ai à leur poser, hormis comment tu vas, j'ai envie de les poser sur le podcast. Donc, c'est vrai qu'autant j'ai des fois de l'enregistrement pendant 1 heure après, mais j'ai très peu de temps avant parce que j'aime bien rentrer directement dans le sujet et être un petit peu, sauf si c'est quelqu'un avec qui je discute régulièrement sur Insta, d'être un peu justement dans cette première rencontre directement, quoi. Moi, je suis pareil souvent. Enfin, je le dis pas systématiquement, mais quand je sens que ça pourrait un peu heurter la personne, que je la connaisse pas sur le bout des doigts, je leur explique justement que j'ai pas passé 3 heures à faire des recherches sur elle, que ce que j'aime c'est cette spontanéité et dans les échanges la spontanéité qu'on va avoir, parce que si je connais toute sa vie,
franchement, après, tu es dans la situation d'un journaliste, ce qu'on n'est pas, ni toi ni moi, c'est pas du tout nos formations. Ouais. Et non, donc, non. ça m'intéresse pas du tout, quoi. Tu vois, j'ai écouté un podcast comme ça, où en fait, alors l'autre du podcast, qui est vraiment journaliste, finalement, posait des questions les unes à la suite des autres, mais il n'y avait pas vraiment de conversation. Si tu veux, elle enchérissait pas sur la réponse de l'invité. Elle passait des questions. Elle avait les unes après les son autres. planning de questions et les enchaînait, quoi. Alors, pour le coup, moi, je prépare. C'est-à-dire que je pose pas de questions à la personne avant ou j'arrive avec un œil neuf, mais je vais... alors, j'aime pas ce mot parce que j'ai l'impression que je dois faire peur aux gens, mais je vais fouiller, en fait. Je vais chercher tout ce qu'il y a sur elle. Ah ouais. C'est-à-dire que s'il y a une chaîne YouTube, je vais regarder quelques vidéos, je vais essayer de lire... alors, il m'est arrivé de lire l'intégralité de certains blogs. Je vais regarder. Alors parfois, par curiosité, parfois je fais un check, tu vois, j'en lis 1 sur 5. Et puis parfois, il y en a qui sont tellement passionnants que je vais tout lire, donc je peux passer pas mal de temps. C'est un temps qui est plutôt agréable, et c'est aussi pour, je trouve, aller chercher. J'aime bien regarder en fait le chemin qu'ont eu les gens depuis. Et c'est pas dans leur vie en fait, c'est dans ce qu'ils ont proposé sur au public. Voilà, et je suis pas là pour aller chercher des embrouilles, hein, au contraire. C'est clair, vraiment, je trouve que c'est intéressant justement de moi avoir le regard de quelqu'un qui peut les suivre depuis longtemps ou qui voilà, d'avoir cet œil et d'arriver pour la première fois face à eux et de leur dire raconte-moi, et puis de moi implémenter avec des choses que j'ai déjà fouillé, cherché, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Effectivement, moi, je fais pas de recherche en amont parce que la très grande majorité du temps, je les suis sur Insta depuis très longtemps. Ouais. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est plus simple, dans le sens où je les suis depuis longtemps, et puis il y a des gens, je les découvre au détour d'un truc, et je me rends compte que ça fait des années qu'ils proposent des choses sur Internet, et dans ces cas-là, je me dis donc je fais un petit flashback. Ouais, tout à fait. Voilà, mais c'est intéressant. Il y en a pour qui c'est moins nécessaire, et il y en a pour qui ça s'est avéré ultra passionnant, quoi. Oui. Alors après, tu vois, je pense que vraiment c'est hyper intéressant parce que nécessairement, si tu vas faire un petit peu ces recherches en amont, tu vas trouver d'autres choses, etc. Mais moi, j'aime ce côté découvrir en direct. Bien sûr. Tu vois, je sais plus quelle. Tu vois, par exemple, Maison Fauve, elle te dit j'étais dentiste. Moi, je suis tombée de ma chaise parce que je le savais pas. Je le savais. Non. Moi, je le savais pas parce que j'aime bien ses patrons, j'aime bien la marque et tout ça. Ouais. Mais effectivement, j'étais pas la fan absolue depuis la marque a pas 10 ans, mais tu vois, depuis tellement de temps que je connaissais tout de la personne. Donc j'adore ces découvertes. Te faire autant surprendre que l'auditeur, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est effectivement, et comme toi, je dis, attends, me raconte pas tout maintenant, on va enregistrer. C'est ça. c'est ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir des façons de faire différentes, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as reçu des hommes? Non. Alors, non, pas du tout. Alors, en fait, c'est un gros questionnement que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que je n'ai rien contre les hommes, au contraire. En fait, j'ai une grosse problématique. J'aimerais justement les mettre en avant, mais je sais pas par quel bout m'y prendre. Les prendre ou m'y prendre. J'ai pas envie d'inviter un homme qui fait de la couture parce que c'est un homme. Mais en même temps, j'aimerais faire un... donc sur le podcast, en fait, et il m'est arrivé de faire des lots de 3 épisodes, on va dire, où je détaille une problématique avec 3 invités différents. Et en fait, je me dis, ça pourrait être une solution, mais j'aimerais que ça soit plus que juste, il est là parce qu'il est un homme, en fait. Et en même temps, j'aimerais aborder cette question de la couture par les hommes, du bout de cette lorgnette-là du genre, qui est quand t'es un homme aujourd'hui et que tu te mets en avant sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur Internet, comment t'y viens et comment ça se passe, en fait. Mais il y a une ambivalence et j'arrive pas à trouver le bon axe, en fait, le bon angle pour rentrer là-dedans. Ouais. Donc voilà, et tant que j'ai pas trouvé la bonne solution, je postpone.
Je mets en attente et ça me chaîne parce que je me dis qu'il y a aussi beaucoup d'hommes et que moi j'ai aussi des hommes dans mon entourage qui cousent et qui aimeraient se sentir représentés plus en fait. Donc voilà, si quelqu'un en écoutant ce podcast a des idées sur comment aborder la chose, je suis preneuse. Voilà, alors où je me disais aborder en tant qu'homme qui fait de la couture et faire un épisode avec des petits entretiens de 10 minutes, mais je vais jamais savoir m'y tenir. Et j'aurais tellement envie de connaître plus de choses que ça va être compliqué, donc je sais pas. Ouais. Et toi alors? Eh ben moi j'ai eu qu'un homme qui était Zakadi pour l'épisode 50. Ouais. Au départ, j'avais pas spécialement, enfin c'était pas du tout volontaire de n'avoir que des femmes, etc. Et il y a un moment, je me suis dit, bah en fait, si, tant qu'à faire, autant y aller à fond. Et je l'ai jamais vraiment revendiqué, mais en tout cas, c'est plutôt un choix. Après, il y a un moment donné, je me suis dit qu'il fallait aussi que ce soit plus représentatif des créatrices en général, enfin ou de la création en général. Et tu vois, il y a un truc, je sais plus à quelle occasion. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, ah ben mince, mes invitées, elles sont toutes blanches. Oui, je me posais la question avant que tu n'en parles. Ouais. Donc, en même temps, de la même manière, t'as pas envie d'inviter quelqu'un juste pour sa couleur de peau ou son genre. Donc, c'est un peu pareil. C'est après, je pense, un mix entre les personnes qu'on a envie d'entendre et puis les personnes qu'on a envie de mettre en avant aussi. Oui. Donc voilà, mais en tout cas, alors tiens, il y a une question aussi que je me posais, comment tu gères les personnes qui s'invitent un petit peu sur ton podcast, qui te disent coucou, je suis là, vas-y, regarde, j'aimerais bien passer sur ton podcast, de manière plus ou moins, voilà. Oui, alors c'est vrai que. Alors, je vais introduire cette réponse. Déjà, bon, comme je le disais tout à l'heure, les premières invitées sont des filles dont j'avais vraiment, enfin, voilà, j'étais en mode un peu, alors groupie n'est pas le mot, mais ce côté un petit peu, tu vois, enfin voilà, moi j'ai toujours eu complètement, oui. j'ai toujours eu à cœur que ce soit dans mon métier précédent de bibliothécaire ou aujourd'hui dans ce que je fais, de partager. Voilà, c'est faire du lien, partager, je pense, c'est la valeur qui me correspond le plus. Et donc partager un coup de cœur que j'avais, c'était et ça reste malgré tout ce qui me motive le plus dans la création de ce podcast. Donc au départ, il y avait vraiment les gens que je suivais régulièrement et on a, je crois, tous nos chouchous sur Insta. Après, il y a aussi des périodes. Il y a des gens, moi, des fois, je me dis « Ah, mais dis donc, j'ai plus entendu parler d'elle. » Et puis je me rends compte que elle est plus sur Insta depuis des semaines. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils ont une vie à côté. Et puis des fois, qui fait qu'ils ont plus envie, ou ils ont plus le temps, ou ils ont des soucis, ou des bonheurs qui font qu'ils sont plus là. Donc ça, c'est aussi particulier. Et puis après, il y a eu un côté où j'ai un peu, alors professionnalisé, je sais pas si c'est le terme, mais où disons qu'on se professionnalise d'une certaine façon, toi comme moi, et on va réfléchir à ce que tu disais, une ligne éditoriale. Au départ, tu le fais comme ça, puis après tu dis en fait, j'ai que des femmes, mais finalement, j'ai envie de faire ça. Voilà. Comme moi, je me disais on rencontre des gens, puis en fait, après, j'ai envie de partager certaines valeurs. Je conscientise en fait ma démarche première et donc j'en fais quelques lignes. Voilà, donc je suis là-dessus et j'ai eu 2 personnes qui m'ont contactée uniquement. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, c'est un bon angle de découvrir une façon de pratiquer la couture ou quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé. Ouais. Voilà. Donc il y a eu un épisode qui était dans les débuts et il y a un épisode qui paraîtra cette année. On n'a pas encore calé de rendez-vous parce que j'ai un planning. Je me suis bien organisée. Autant l'année dernière, je savais pas comment je finirais l'année. J'étais un peu embrouillée. Et puis là, finalement, j'ai pas mal de plans. Et voilà. Et toi alors, comment tu gères ça ? J'espère pas trop mal parce que c'est toujours délicat quand t'es sollicité. C'est ça. Quand on te propose de passer dans ton podcast, déjà c'est super cool parce que ça veut dire que ce qu'on fait plaît. C'est ça.
Après, il y a le cas où on sent que c'est plus une démarche un peu opportuniste. Et là, par exemple, typiquement, quand on commence pas, j'adore ton podcast, etc., et qu'on me dit juste, bah tiens, je peux passer dans ton podcast, ça me dérange un peu plus. Donc ça, j'en ai sur Insta ou par email. Donc la moindre des choses, il me semble, quand on veut passer quelque part, qu'on veut s'inviter, c'est de montrer en quoi un intérêt, quoi. Voilà, déjà quel est l'intérêt pour le podcast, enfin le fait que vous l'appréciez. Alors peut-être que effectivement les personnes ne l'appréciaient pas suffisamment pour me dire j'aime beaucoup ou enfin bref. Donc, oui, voilà. Mais je pense qu'il y a la question aussi dans cette histoire de podcast de bons procédés en fait, d'échange de bons procédés. Voilà, et donc voilà, il y a les invitations, les suggestions d'invitations. Il y en a un certain nombre que j'ai accepté, d'autres où j'ai plutôt des fois tendance à botter en touche. Botter en touche, c'est pas très bien dit, mais c'est pour dire il y a des fois ça m'intéresse, mais c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. Moi, j'ai toujours là alors maintenant, je suis de plus en plus organisée. Avant, c'était sur un bout de papier, après un carnet, après tout ça. Maintenant, c'est sur Excel. Et là, typiquement, je sais pas, j'ai peut-être 30 noms en attente. Ouais. Des personnes avec lesquelles on s'est déjà dit, ouais, ok, ça me plairait de faire un épisode avec toi, mais que finalement, pour une raison X ou Y, il y en a un autre avant, etc. Donc maintenant que j'arrive à faire un épisode par semaine, ça me laisse aussi une marge de manœuvre bien plus grande pour caser tous les épisodes que j'ai envie de faire. Parce que sinon, quand j'en faisais 2 par mois, forcément, tu fais plus de tri, quoi, entre guillemets. C'est pas très joliment dit, mais c'est un peu ça. C'est que tu fais des choix. Tu fais des choix pour les personnes que vraiment t'as envie d'entendre et que tu sais qu'ils vont être porteurs aussi pour le podcast, parce que soyons clairs, on a envie aussi que notre podcast il soit écouté, parce que sinon on papote juste avec nos copines et puis c'est ça. Et moi je pense que c'est en ça que je disais on se professionnalise, c'est que moi je pourrais pas faire un épisode si je suis pas convaincue. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Ça c'est et en fait le fait que ça soit pas monétisé, ou en tout cas si ça le devient légèrement peu monétisé, ou en tout cas que ça soit ma barque et que en tout cas ce soit un produit gratuit par exemple, pour moi c'est non négociable. Je partage si j'y crois. C'est-à-dire en tout cas si ça m'intéresse de partager. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pas être trop sollicitée, ou en tout cas de pas avoir de sollicitation qui m'intéressait pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un mélange entre moi si j'y crois, pas juste du point de vue personnel de moi Mathilde, ce qui me fait kiffer, mais toujours dans cette idée de partage où j'ai toujours eu cette vision, je pense de par mon premier métier, de partager des choses qui peuvent intéresser les autres, d'avoir une conscience en fait d'une audience en fait. Ouais. Et puis comme on disait en fait. On a fait toutes les deux beaucoup d'épisodes, donc à un moment donné, il faut que les épisodes diffèrent un peu. Parce que si finalement, t'as toujours un petit peu les mêmes histoires, entre guillemets, ou les mêmes parcours, les mêmes angles, etc., ça va avoir moins d'intérêt. Ceci dit, toutes les histoires sont intéressantes à écouter. Moi, j'en suis persuadée. On a toutes tous et toutes... des choses intéressantes à partager, ça c'est vraiment une certitude. Mais il y a un moment donné, on est quand même chez soi, donc on fait ce qu'on veut. C'est ça. Il y a un peu de ça, c'est pareil, c'est un peu spécial de le dire comme ça, mais il y a il y a des personnes, je le sens pas en fait, et donc je préfère. Mon temps est, c'est pareil, ça va peut-être faire un peu prétentieux de le dire comme ça, mais mon temps est précieux. Mais en fait, notre temps à toutes et tous est exactement. Et j'ai envie de m'éclater à faire ce que je veux. Et donc, il y a des fois, je perçois pas moi directement en quoi faire cet épisode avec cette personne va être extraordinaire. Et les personnes qui m'ont sollicité et pour lesquelles j'ai accepté, c'est aussi souvent comme ça. C'est parce qu'elles m'ont expliqué. Quel était leur parcours en particulier. Voilà, ça a été le cas de Siana Zwieska, Anaïs, qui fait des bijoux, qui m'a expliqué pourquoi c'était intéressant de faire un épisode ensemble. Ça a été le cas de Silou Bidouille sur le DIY. Voilà, tout un tas de filles comme ça qui c'était super intéressant, mais qui m'ont
qui m'ont expliqué en quoi l'épisode serait différent de ceux qu'on a déjà eus. Oui, carrément. Et c'est ça aussi où des fois je me dis, je pense à certaines personnes que j'apprécie, mais je dis oui, ça pourrait être intéressant de partager cette marque de patron ou cette influenceuse ou cette créatrice, mais je me dis ça va rien apporter à la roue de l'affaire, quoi. Et c'est-à-dire que moi, je pourrais donc très bien partager des choses que j'aime d'elle sur Insta par une story. Ça aurait plus de sens que de faire un épisode qui serait juste pour mon plaisir personnel ou de promouvoir quelqu'un que j'aime ou dont j'apprécie le travail. S'il n'y a pas... et c'est en ça l'évolution du podcast, je pense, c'est de trouver un angle comme peuvent le faire les personnes qui justement t'ont sollicité en disant voilà, mon parcours il est intéressant pour ça, mon travail il peut intéresser les gens parce qu'il a cette particularité là, parce que il pourrait y avoir 50 créatrices de bijoux, elles peuvent faire des choses très différentes et donc ça peut être intéressant, mais on est sur un format storytelling, on va dire, où on raconte une histoire. Et donc si c'est j'ai toujours rêvé de faire des bijoux enfants et donc je fais des bijoux, c'est génial, mais voilà, quelle est la valeur qui les a poussées, quel est le parcours qui fait qu'elles sont arrivées là, et c'est ça qui est aussi intéressant en fait. Ouais, je suis complètement raccord. Donc vous pouvez continuer à nous écrire pour nous suggérer vos histoires, mais en les argumentant en fait. Ouais, les argumentant un petit peu. Voilà. Alors c'est pas, vous nous envoyez pas votre CV, hein. Mais en tout cas, voilà, nous donner un peu envie, quoi. Oui, des fois je reçois des emails, tu sais, on s'est jamais parlé, je connais même pas la personne. Il y en a un en plus, c'était pas du tout dans le milieu, c'était sur je sais même plus ce que c'était. Enfin, je trouvais ça tellement à l'ouest de ce que tu fais, quoi. Tellement éloigné où je voyais pas, quoi. Et puis alors, moi je propose aux marques de faire des épisodes pour lesquels je suis rémunérée, voilà, des épisodes payants parce qu'elles ont envie de passer sur mon podcast. Ouais. Alors comme toi, je fais quand même attention à ce qu'il y ait un lien. On m'a déjà proposé des trucs où non, je vois pas là. Non, c'est trop éloigné. Mais en tout cas, dès que c'est un lien et souvent justement, les personnes arrivent quand même ceux auxquels je pense là. À qui j'ai proposé de faire un épisode payant. Quand je leur envoie mon kit média, la très grande majorité du temps, j'ai pas de nouvelles après. Donc c'est en ça aussi où je dis c'est assez opportuniste, parce que si t'as vraiment envie de passer sur un podcast, oui, effectivement, il y a un coût de quelques centaines d'euros, mais après, je suis pas un monstre, on peut discuter du prix, on peut faire plein de choses, etc. Et là, je pense que se pose toute la question de notre travail, c'est-à-dire que nous, on le fait par passion, et c'est aussi tout. Enfin, voilà, toi, t'as présenté des travaux sur le milieu du podcast et sur comment faire des podcasts, mais qu'est-ce que c'est un podcast, surtout dans notre cas où à chaque épisode on propose un entretien et donc on propose une entreprise, un business ou une personnalité. Quelque part c'est de la pub gratuite, ça peut être vu comme ça. Nous on le fait parce qu'on y croit. Moi j'ai envie d'à un moment arriver à monétiser. Mon idée n'est pas de rendre le podcast payant, même si je me dis que ça peut être la solution, mais en fait oui et non. C'est-à-dire que je me vois pas monétiser un podcast qui peut s'adresser à tout le monde. Voilà. Et donc rendre les écoutes payantes. Rendre les écoutes payantes, mais en fait non, moi-même je le ferai pas. Enfin, j'irai pas écouter un truc payant, sauf si c'est compris sur mon abonnement de quelque chose. Donc en fait, ça me couperait trop de monde et j'ai pas envie de ça. Vu les retours que j'ai sur le podcast, je me dis non, je peux pas. Donc la façon de monétiser, parce que comme on le dit, c'est plus d'une journée de travail par épisode, c'est aujourd'hui qu'on est à nos comptes, et même avant, c'est du temps qui est pris sur notre travail autre ou sur notre famille, et on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres. Donc comme il est partagé, je veux dire, quand je prends 2 jours pour faire un jean, c'est pour moi, après il est sur mes fesses et tout va bien. C'est un rapport de temps de moi avec moi-même. Là, si je voulais juste discuter avec toi ou avec quelqu'un d'autre, et on a pu le faire ensemble d'ailleurs, je prends mon téléphone et j'appelle une copine ou j'appelle quelqu'un et j'ai une conversation pour moi, et ces 2-3 heures, elles sont pour moi. Là, on fait un travail en plus et on partage de la même façon que les créateurs YouTube, je pense, font ça, et se posent la question de comment est-ce qu'on est
à minima rémunérés. Hein. On ne parle pas d'un paiement à l'heure, hein, parce que vous imaginez bien que si on compte, allez, on va dire 10 heures par épisode, et encore, ça peut être plus. Si on est payé, allez, 12 ou 15 euros de l'heure, bon, bah, vous avez une petite idée de combien ça peut coûter. Voilà, c'est compliqué. Donc, la question de la rémunération, moi, je l'envisage comme avec des publicités ciblées, en fait, à l'intérieur de l'épisode. C'est compliqué pour moi et ça on en a déjà parlé ensemble au fil du temps, c'est-à-dire que cette question de proposer à des marques par exemple de leur faire un petit peu ce que vous avez dans les magazines, en fait un espèce de publi-reportage qui est un reportage où en fait la marque paye pour être mise en avant. Là c'est un petit peu la même chose. C'est exactement ça, du brand content. Voilà. Et avec les mots sérieux. Du brand content. Voilà, donc après, moi, personne ne m'a approché pour le faire encore. Et voilà, et alors, se posent les questions, et on en a déjà débattu ensemble, enfin, ça coûte combien, en fait, tout ça? C'est super compliqué. On est dans un milieu où nous, on n'est pas forcément placés dans les hautes sphères du journalisme, du marketing et des grandes marques. On galère un peu. Qu'est-ce que c'est un podcast qui marche? Nous, on est dans des niches, et le mien encore plus dans une niche fermée. C'est hyper compliqué de savoir combien on vaut, en fait. Tout ça, c'est des questions, on vous les partage ici comme ça. Et en fait, on se les est posées en off, et on n'a pas de réponse, en fait. C'est super compliqué, tout ça. Alors, il y a des chiffres qui circulent, hein, mais effectivement, c'est différent d'une audience à une autre. On est sur effectivement des sujets de niche, mais en même temps, tu vois, la couture, on n'a jamais autant cousu, il n'y a jamais eu autant de machines à coudre vendues que ces dernières années. Donc quelque part c'est une niche, et en même temps pas trop. Tu vois, quand tu vois justement, tu vois, les gros comptes couture, par exemple, je pense à Cindy, du dressing de Cindy. Ouais. Je crois qu'il doit avoir 120 000 followers. Donc fatalement, il y a au moins, tu vois, une communauté de 120 000 personnes qui cousent. Je me dis, enfin, tu vois, si tu veux prendre un peu des chiffres. En même temps, évidemment, on estime qu'aujourd'hui, il y a entre 10 et 15% des Français qui écoutent des podcasts. Donc 10 et 15% de 120 000. Voilà, potentiellement, ça pourrait être un peu ça, tu vois. Mais bon, évidemment, c'est toujours un peu des chiffres à prendre avec des pincettes. Et puis après, sur la rémunération, bah effectivement, là c'est pareil, il y a aussi des chiffres qui circulent, mais tout dépend les audiences que les gens ont. Tu vois, des gros podcasts qui font 500 000 écoutes par mois, bah toi et moi, on en est très loin, hein, c'est pas du tout nos chiffres d'audience aujourd'hui. Même si on est très 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 contente de ce qui se passe chez nous. Oui, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes volumes et tout, donc en même temps, moi j'ai déjà entendu, par exemple, Pauline Léniaud, qui est pareil, qui est une fille qui fait des podcasts très écoutés, parler de coûts aux 1000 écoutes, donc c'est, enfin, bon, je fais un raccourci, mais c'est le CPM, hein, normalement l'indicateur des coûts pour 1000. Affichage ou écoute, le CPM, il peut être sur des cibles hyper bien de niche, entre 50 et 120 euros le CPM, donc les 1000 écoutes. Voilà. Ouais. Mais moi, je fonctionne pas au volume d'écoute quand je monétise. C'est plutôt, enfin, je dis voilà, les moyennes d'écoute, c'est plutôt ça, et le nombre d'écoutes par mois, etc. La visibilité que ça va apporter, et je fais plus au forfait en fait. Et puis je package avec 3-5 épisodes. Pour Domestika, j'avais carrément fait 10 épisodes, mais enfin c'était à leur demande. Mais voilà. Par contre, les marques qui sont venues me voir et qui ont finalement accepté de me rémunérer, elles sont très peu nombreuses. Et moi, par contre, je vais les solliciter un peu plus. Tu vois, c'est rarement, parce que tout à l'heure tu disais on me sollicite pas en direct, je te rassure, moi pas beaucoup non plus. Oui, non, c'est vrai qu'il y a aussi la question de nous aller chercher des possibles candidats à un épisode payant, quoi. Mais on est aussi à la sponsorisation, à la publicité Ostrid au départ en amont de l'épisode. Mais on est aussi sur comment dire, et moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur le podcast. J'imagine que toi, avec tes invités aussi, on est aussi sur un secteur qui est très, très... pas bénévole, c'est pas ça que je veux dire, mais... peu rémunérateur. Passion. Ouais.
et qu'on pratique à des niveaux de compétences élevés en à côté et pas avec une professionnalisation et une rentabilité, même si techniquement l'art n'est pas rentable. Mais ça voilà. dépend pour qui, mais oui, effectivement, il y a quelques élus qui arrivent. Il y a des artistes qui sont quand même très bien rémunérés, mais oui. Bien sûr. Mais voilà, on est sur des domaines qui sont beaucoup pratiqués en loisirs, en fait. Oui. Et là est toute la question de la rémunération de nous, de les gens qu'on interviewe. Justement, moi, c'est des questions que je pose très régulièrement pour savoir et pour aussi un peu désacraliser cette question du loisir créatif qui parfois frôle le professionnalisme, mais n'est pas dit. Alors parce que la personne ne le souhaite pas et qu'elle n'en a pas besoin, ou parce qu'elle ne le souhaite pas, tout simplement. Enfin, il y a plein de raisons. Oui. Mais moi, c'est vrai que je me pose aussi beaucoup de questions sur le secteur du DIY parce que on a l'impression, quand même, quand on achète nous ne serait-ce que nos fournitures, quand même, que Bien c'est sûr. pas donné. Il y a des fois, on se dit, c'est quand même un peu abusé, là, les prix sur certaines choses, tu vois, des petites fournitures, des choses comme ça, qui tout de suite valent quelques euros. Alors, si tout était fabriqué en France, tout ça, hein, ça serait parfait, mais c'est pas encore le cas, donc ça justifie pas forcément des fois les prix. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a des très belles marques qui fonctionnent bien, etc. Mais c'est toujours pareil, on connaît pas les dessous et les coulisses et l'état de l'entreprise au final. Mais il y a des grosses marques qui vont nous dire, ou des grosses entreprises qui vont nous dire, ah ben non, il n'y a pas de budget pour ci, pour ça, etc. Tout à fait. Et c'est un peu ce sentiment, oui, effectivement, de devoir travailler un peu gratos, qui est assez désagréable. Mais je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné, et quel que soit le métier, hein, c'est à un moment donné, c'est un investissement en temps que tu fais, un peu un pari, pour dire, Bien sûr. là, j'investis du temps, et puis j'espère que ça va payer. C'est ça. Et oui. Bah, et puis il y a aussi les personnes qui ont pu répondre non, en fait j'ai pas de temps à te consacrer pour le podcast, alors que nous la seule chose qu'on a envie en fait c'est de alors je dis beaucoup ça, ça peut paraître présomptueux, mais de partager au monde, j'ai envie de dire quelqu'un dont on trouve que les valeurs et le travail sont hyper intéressants, et quand on se sent pas entendu quand on lance notre invitation, ça peut être un peu frustrant. Moi, j'ai en tête une créatrice qui m'a dit, non, en fait, je vais pas partager ton podcast le jour où il sort parce qu'en fait, marketingment parlant, c'est pas le bon plan et ça va brouiller une certaine communication. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est bête parce que justement, je trouvais qu'il y avait une partie de son activité qui était justement peut-être pas assez connue et que moi je trouvais super intéressante. Et je me dis, mince alors. Voilà, et en fait c'est bien dommage de pour le coup pas être raccord à ce moment-là, quoi, parce que je trouve que, en tout cas moi dans mon cas, quand je partage un podcast, je fais pas abstraction du fait que la personne peut être très suivie et que ça m'apporte des auditeurs, mais surtout je me dis et ça j'en avais déjà parlé parfois, je vais taper dans différents cercle couture, on va dire, parce que justement tout le monde peut peut-être connaître Cindy, du dressing de Cindy, mais justement après il y a plein d'autres comptes qui n'ont pas autant d'abonnés, mais parce que il y a un peu des comptes qui se renvoient la balle entre eux, et donc il y a des espèces de petits cercles, et moi j'aime bien, et j'ai ce défaut professionnel de multi recherche, et donc d'aller taper dans plein de cercles, et que finalement quand je propose des gens d'un certain cercle, et les autres que j'ai proposés d'un autre cercle vont découvrir ça, et les uns et les autres vont se découvrir, et c'est ça que je trouve assez passionnant. Mais donc si les gens saisissent pas cette opportunité pour une promo de leur travail, c'est certain, mais d'une collaboration et de prendre le temps de parler autrement de leur entreprise, c'est dommage en fait. C'est clair. Moi, j'ai eu la même frustration, mais combien de fois je me suis dit, mais pourquoi là, ils partagent pas davantage? Je pense qu'il y a une question un peu de pudeur, tu vois, où ils voudraient pas, nos invités respectifs, ils ont un peu peur de se mettre en avant et d'être un peu, tu sais, me, myself and I, de dire c'est moi je, etc. Et donc ce côté très égocentré, autocentré, qui pourrait ne pas leur convenir. Parce qu'il y a quand même
je trouve, des caractéristiques un peu communes et à tous ces créateurs. Bien sûr. C'est souvent un peu de manque de confiance en eux, syndrome de l'imposteur, enfin plein de choses qui sont pas effectivement dont on peut avoir conscience et notamment en parler dans les épisodes, mais des choses qui peuvent faire en sorte qu'elles soient pas hyper à l'aise d'être mises en lumière comme ça. Ouais. Mais ceci dit, une fois qu'elles ont accepté que l'épisode est là, etc. Moi, combien de fois en story j'ai tagué des créatrices, des créateurs que j'avais reçus en mettant en avant leur épisode. Évidemment, au moment où il sort, mais après plus tard. Bien sûr. Voilà, nos épisodes, ils sont encore écoutés des années plus tard, quoi. Moi, toutes les semaines, j'ai encore l'épisode de Letty Bricole, mon épisode 1, qui est écouté. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, je comprends pas. Je me dis bon bah en fait là il y avait juste ajouté à la story pour qu'elle partage. C'est ça. Mais elle le fait pas la personne. Donc je dis bon bah loupé effectivement et quelque part oui c'est très dommage parce que non seulement finalement l'épisode elle, ça lui a juste coûté globalement 1 heure, 2 heures de son temps, voilà. Nous, ça a été noir de boulot derrière. On est là pour la mettre en avant. Oui. Généralement, ça a quand même. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit j'ai acheté chez elle après l'écoute de l'épisode et tout ça. Donc, on sait qu'il y a des retours derrière hyper importants, mais la personne prend pas le temps de partager, même si ça lui prend 3 secondes. Bon. Voilà. Après, je sais que des fois, forcément, si je suis passée dans un podcast il y a 4 ans, le remettre en avant aujourd'hui, je suis plus la même personne qu'il y a 4 ans. Et en même temps, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de voir le parcours de la personne aussi. Exactement. Pour comparer un petit peu. Exactement. Par quoi elle est passée, où elle en est aujourd'hui, etc. Et ça peut être justement l'occasion d'un droit de retour de leur part. On est principalement sur Instagram, mais sur un article de blog ou sur une vidéo sur YouTube ou je sais pas quoi, et dire voilà, ça fait tant de temps que j'ai fait le podcast et justement j'avais parlé de ça, ça et ça, et quels sont les points qui ont évolué. C'est l'occasion de c'est ce que je disais tout à l'heure sur le storytelling, dans le marketing, de comprendre qui est la personne qui a l'entreprise sur ces petites entreprises toutes petites, de comprendre qui y a derrière, quelles sont les coulisses. Ça permet de s'identifier, de mieux connecter avec la personne et de se dire, en fait, pour 2 personnes qui feraient la même chose, j'apprécie celle-ci parce que je la connais plus et ça m'intéresse son parcours, en fait. C'est clair, c'est clair. Moi, je suis comme toi, le partage, le lien et tout, je trouve que c'est hyper important et en fait, il y a quoi de mieux que 45 minutes, 1 heure. Toi, même avec Anne-Solange Tardy, j'ai dû faire 2 heures ou 2 heures et demie, je crois. C'était 2 heures et demie. Il y a jamais aucun média qui te laisse la place de t'exprimer comme ça. Et moi, je suis une grande... C'est ça, moi, je suis une immense curieuse devant l'éternel. Et c'est vrai que je me dis, finalement, toutes les questions que je pose pour être des questions... j'essaye de, quelque part, me mettre à la place de leur audience, en fait, de leur public, de leurs clientes, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir envie de poser comme question et voilà, je me dis, c'est une façon de... on va pas chercher les secrets croustillants, on va pas chercher poser les questions qui mettent les gens en difficulté. On n'est absolument pas là pour ça. Si parfois on met en avant des difficultés, c'est en accord avec la personne ou en tout cas c'est des choses dont elles ont déjà parlé. Je me souviens de l'épisode de Petit Patron justement où on en a parlé, mais parce que c'est quelque chose dont elle a parlé. Moi, il y a des fois des invités qui parlent de leurs problématiques et justement l'idée c'est pas de faire un tableau tout rose de nos invités, au contraire c'est de montrer les difficultés de l'entrepreneuriat de cette entreprise ou parfois des difficultés personnelles qui ont nourri leur créativité et leur profession, mais pas de les mettre en difficulté ou de raconter je sais pas, de mal parler d'eux en fait. La question c'est au contraire de mettre un peu à plat plein de choses et de montrer le parcours avec autant les difficultés que les côtés positifs. Hein. Ouais, c'est clair. Et justement, pour la communauté déjà là, je trouve ça vachement chouette d'entendre parler quelqu'un que tu apprécies, tu vois. Exactement. Parce que voilà, encore une fois, c'est très différent d'une vidéo ou d'un post Insta ou d'un article.
qui serait très maîtrisé, etc. Là, effectivement, il peut y avoir certaines questions qu'elle se serait pas, auxquelles spontanément elle-même n'aurait pas répondu. Tout à fait. Et moi, je fais toujours valider mes épisodes à mes invités. Toi, tu fais pareil? Eh ben non. Tu fais pas? Non, et puis personne me l'a demandé, ou peut-être une fois. Ouais. J'insiste sur le fait que je suis pas là pour mettre les gens en difficulté. Je pense que tu fais pareil, c'est-à-dire qu'on enregistre, on n'est pas en direct, et on retravaille nos pistes audio. Donc, moi, je leur dis en amont, si vous avez à un moment, s'il y a, je pense à une émotion ou sur quelque chose que vous me dites, ou quelque chose qui vous embarque dans un coin où vous n'avez pas envie, surtout, vous me dites, ben là, j'ai pas envie d'aller là, ou là, je te le dis. Parce que c'est un peu notre petit bonus à nous, c'est que des fois, on a des coulisses qu'on partage pas, et ça, c'est fun. Mais voilà, s'il y a des choses qui veulent pas être partagées au grand public, bah, est-ce que tu peux couper ça? Parce que ça le fait pas, ça se dit pas. Voilà. Donc, moi, je leur laisse le droit de regard sur tout ce qui est dit au fur et à mesure. Et à la fin de l'épisode, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, bah non, ça, s'il te plaît, si tu peux couper, parce que c'est un avis ou trop tranché, ou c'est quelque chose, ça va me desservir plus qu'autre chose, parce que parfois, ça peut être juste maladroit. Oui, ou dans ces cas-là, au bon moment, quoi. C'est ça. Et ben, dans ces cas-là, j'en prends compte, bien sûr. Je suis absolument pas pour être, ah bah, tu l'as dit, eh ben, tu l'auras. Voilà. Donc, je leur envoie pas la piste pour la réécouter, parce que parfois, alors toi et moi, on a l'habitude maintenant de s'écouter pendant des heures. Au départ, je disais, c'est une voix bizarre. Bon, maintenant, on s'y fait. C'est comme tout, hein, c'est comme la vidéo. J'imagine les gens qui montent une vidéo d'eux-mêmes, au bout d'un moment, ils se connaissent par cœur. Et j'ai un nouveau bouton là. Voilà. Donc je leur fais pas réécouter, parce que en plus ils ont pas toujours la capacité d'écouter. On imagine, enfin on a déjà entendu des grands acteurs qui disent bah non, moi je regarde jamais mon film quand il est fait. Donc ça c'est compliqué, mais par contre au fur et à mesure de l'enregistrement, s'il y a la moindre question, le moindre truc, moi je note à quel endroit ils ont préféré pas le dire, puis souvent ça s'entend et on sait. Comme l'enregistrement il est en 100%, que moi je le retravaille, je l'entends et je me dis ah bah oui c'est vrai, donc on va. Voilà, donc non, je ne fais pas réécouter, parce que j'estime que, comment dire, justement, ils ont eu ce temps et ce droit de regard au moment où on l'a fait, et qu'après, en fait, c'est mon travail. Ouais. Voilà, je les prends pas en traître non plus. Hein. Non, mais c'est certain. Ouais. Moi, je prends peut-être moins de pincettes. Tu vois, je les accompagne pas dans cette réflexion au départ. Ouais. Je leur dis simplement. C'est monté, donc après, ne te prends pas la tête. Si tu veux te reprendre sur le moment opportun, vas-y, reprends-toi. C'est ça. Et après, quand tu vas y réécouter, dis-moi s'il y a des choses que tu préfères supprimer. Et voilà. Ouais, et ça arrive de temps en temps. Voilà, ça arrive de temps en temps où il y a des petits trucs, effectivement, bah attends, ça, j'ai pas été, comme tu dis, je l'ai pas bien formulé, donc je préfère qu'on supprime. Mais ça arrive assez peu. Bon. Oui, non, j'ai pas eu non plus. Je veux dire, je prends pas mes invités en traître, et en tout cas, j'ai pas eu de retour de personnes qui m'ont dit, bah en fait, c'est pas un épisode qui m'a servi, quoi. Au contraire, il m'a plutôt desservi. Alors peut-être que les gens n'ont pas osé me le dire, mais bon, je ne pense pas. Bon, et alors tu fais des épisodes en anglais depuis peu? Comment ça se passe? Alors, j'ai fait un épisode en anglais. Je dois dire que c'était... alors, moi, je suis une passionnée de tout ce qui est anglophone, on va dire, depuis mon adolescence. C'est pour ça que je suis partie vivre 1 an aux États-Unis il y a maintenant 20 ans. Et j'ai toujours eu à cœur de pratiquer l'anglais et de perpétrer ma capacité à lire en anglais, à écouter en anglais et à converser en anglais, etc. Donc, je suis assez fière de moi, parce que j'étais très nulle au collège et au lycée en anglais. C'était vraiment pas... Enfin, les langues, c'était absolument... Enfin, j'y arrivais pas, mais c'était ma grande passion. Voilà, donc aujourd'hui, je me débrouille et j'arrive à évoluer très bien là-dedans, donc ça me fait plaisir. Et surtout, la couture, très tôt, j'ai commencé à suivre les patrons en anglais, les créatrices de patrons en anglais, les créateurs et
et toutes les personnes qui faisaient de la couture en anglais, je trouve que ça se collait plus à mon style en fait. Donc j'allais plus chercher là-bas, et puis quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit bah oui, mais si j'ai envie de parler de la sphère couture, ben il va falloir que je parle de la sphère couture française quoi. Donc je me suis plus réorientée, et donc je me rends compte que j'ai parfois pris un peu de distance avec le monde anglophone sur la couture, et mais j'ai toujours cette appétence et cette connaissance, et en fait je me suis dit mais en fait, j'ai envie de partager ça aussi. Et c'était un questionnement du début, où au début, c'était juste impossible. Aujourd'hui, je me suis dit, challenge suivant, j'ai envie de faire ça. Donc, alors, je vous le dis clairement, j'ai pas encore d'autres invités. J'ai lancé des pistes, j'ai pas encore de réponse, mais comme j'ai d'autres épisodes en avant, j'ai un petit peu de temps. Je pense que je vais, au moment des fêtes, relancer ça, puis un petit peu après. Eh ben déjà, c'était un challenge. Donc en termes de, à tout point de vue, hein, de demander et d'avoir le plaisir de s'entendre dire oui. Ensuite, de mener un entretien où ça s'est a priori bien passé, et de partager quelque chose de chouette et de différent. Ça, c'est toujours ce qui m'anime. Et puis ensuite, au point de vue technique. Je m'y suis pris un peu tard, d'où l'arrivée un peu tard de ce podcast, 3-4 jours après le moment où il devait arriver, parce que, en fait, ça m'a demandé un travail de folie, quoi. Oui, parce que tu l'as pas simplement diffusé en anglais, tu l'as aussi traduit en direct, comme quand on entend à la radio et à la télé des gens parler en anglais. Tu l'as sous-titré vocalement, je sais pas comment dire. Je l'ai doublé. Tu l'as doublé, bien sûr. Voilà, je l'ai doublé. Tu l'as doublé. Donc faire un épisode en anglais, moi ça me semblait tout à fait faisable, dans le sens où je me débrouille en anglais, même si je veux dire le temps de podcast fait que j'ai eu un peu perdu mes moyens, mais dans l'ensemble, je converse très facilement en anglais, je me fais comprendre et j'ai des échanges, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc quelque part, monter ce podcast en anglais, c'était pas beaucoup plus différent que de monter un podcast en français et le diffuser en anglais, c'était facile. Ouais. Mais le challenge est l'idée principale, parce que il y a plein de gens que je suis sur Insta avec qui je discute qui n'ont aucun souci à lire et à partager en anglais. Autant je l'ai bien vu, il y a aussi plein de gens, et je pense que si on se débrouille en anglais, on peut partager des patrons en anglais. Et il y en a plein qui nous disent non mais en fait moi je sais pas faire l'anglais, j'y connais rien du tout. Et en fait je pense que on a vraiment en France une population qui est pas de problème, et une population qui est hyper réfractaire. Tout problème. Ouais. Et je pense qu'il y a peu d'entre-deux, en fait. Avec le temps, il y a ceux qui ont l'habitude de travailler en anglais ou de manipuler la langue pour différentes raisons, et qui, sur un patron, il y a une question de vocabulaire, ça c'est certain, et qui vont prendre le temps et en fait qui vont à terme se débrouiller sans trop de problème avec l'anglais. Et puis il y a ceux pour qui c'est du chinois au sens vraiment littéral du terme. Et voilà. Et donc pour moi, il était important que tout le monde en France, ou en tout cas qui parle français, puisse avoir accès à ce contenu. Et donc pour moi, le deal, c'était vraiment, si j'en fais en anglais, il faut qu'il soit écoutable en français. Eh ben chapeau, parce que moi j'ai déjà fait un épisode en anglais, alors c'était il y a très longtemps, c'était avec Cécile de Coucou Illustration. Ouais. Je l'ai pas du tout doublé. En fait, mon kiff, c'était, parce que c'est un de nos points communs, mais je connaissais pas. Ouais. C'est la langue anglaise. Moi, j'adore. J'ai très longtemps lu en anglais. Alors maintenant, je ne lis plutôt que en français, mais j'ai très longtemps lu en anglais. Et bref, j'adore la langue. Et donc, mon kiff avec Cécile, c'était, vu qu'elle avait une communauté très anglophone, c'était de faire un premier épisode en français. Ouais. Et après, on a continué l'épisode en anglais. D'accord. Donc, alors, dans la version anglaise, on a redit 2-3 trucs, mais si tu veux... Alors, si tu comprenais les deux langues, t'avais encore plus d'infos. Et puis, si t'en comprenais qu'une, t'en avais moins que si tu comprenais les deux. Oui, t'as fait un entretien avec quelqu'un qui avait les deux compétences en langue que toi. Les deux mêmes compétences. Alors, voilà, Cécile était française, comme moi, donc fatalement, tu vois un peu nos accents, tout ça, mais bon... Vous l'avez fait. Voilà, we did it. Et non, mais c'était super. Tu vois, j'ai pas eu d'anglais qui m'a écrit en me disant, mais quelle insulte à la langue. Donc non, ça s'est bien passé et c'était chouette. Et de temps à autre, j'ai envie d'en refaire. Mais par contre, jamais je les doublerai. Je me dis que c'est un travail de
de ma boule, quoi. Donc, chapeau. Alors, pour rentrer dans les détails, en fait, j'ai d'abord commencé par transcrire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai utilisé un logiciel, il y en a plein sur Internet, et merci la technologie aujourd'hui, la transcription est beaucoup plus fiable qu'avant. Ouais, moi je suis jamais satisfaite. Mais alors, bon. non mais le truc c'est que j'ai commencé par transcrire, mais après, j'ai en gros 1 heure de podcast, donc j'ai transcrit, sauf qu'après il a fallu que je réécoute le podcast. Pour corriger les avec la transcription. Alors j'ai commencé, reprenons depuis le début, j'ai commencé par retravailler mon podcast comme si j'allais le publier en anglais. Comme ça, j'avais mon texte fini. Donc ensuite, je l'ai transcrit. Donc j'ai eu une version écrite de ce qui se disait sur le podcast. Et il a fallu que je le réécoute avec mon clavier, avec donc le son sur les oreilles et les mains sur le clavier, à reprendre au fur et à mesure un texte, sachant que on n'est pas sur un texte lu, on est sur une conversation avec des idiomatiques, enfin des expressions anglophones de tics de langage en fait, propres à cette langue, et des et des you know, etc., etc. Voilà, donc il a fallu retranscrire ça proprement pour que dans la version, en tout cas que la retranscription en anglais corresponde à ce qui était dit dans le podcast en anglais. Ensuite, j'ai utilisé un logiciel pour traduire, pour avoir une base de nouveau. Parce que, en fait, ça correspondrait à 18 ou 20 et quelques pages de transcription. Donc ensuite, j'ai fait traduire. Et là, en fait, j'ai traduit, j'ai repris mon texte en ayant le texte original dans les oreilles pour que ce qui était traduit, enfin ce que le traducteur m'avait dit que ça corresponde à l'idée que mon invité avait essayé de formuler à l'oral. Et encore, en fait, j'ai clairement demandé à quelqu'un de m'aider à le lire, à le doubler, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir 2 voix. Il se trouve que c'est une personne géniale, mais en fait, c'était trop compliqué pour elle de le faire à la one again comme moi j'ai pu le faire, c'est-à-dire de pas retravailler le texte de manière écrite. Là, c'était vraiment limite une conversation SMS ou WhatsApp retranscrite en fait, parce que c'est une discussion. C'est hyper difficile, hein. Donc en fait, moi je l'ai laissé tel quel et je l'ai lu en français. Je l'ai lu une fois ou 2. Donc, faut savoir qu'à chaque fois que je fais une retranscription ou à chaque fois que je retravaille le texte, ça me dure 1 heure parce que, enfin, au moins 1 heure, sans compter les moments où tu fais pause et que tu réécris un truc et que tu recoupes un truc. Donc, on va dire 2 heures à chaque fois que j'ai revu la transcription, à chaque fois que j'ai fait la traduction et puis après, j'ai essayé de le lire à moi-même pour savoir si à mes oreilles ça sonnait pas mal, parce que faut savoir que quand on fait de la traduction, on traduit vers la langue dont on est qui nous est propre. C'est-à-dire que moi je suis francophone, c'est ma langue maternelle, donc forcément si j'étais traductrice, je ne traduirais que vers le français. Après il y a d'autres subtilités, mais dans l'idée un traducteur traduit vers sa propre langue, donc ça c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Pour le coup, je ne serais pas en mesure de faire correctement, si on peut dire que le travail que j'ai fait était correct, dans l'autre sens, parce que autant je lis l'anglais, je comprends l'anglais, je peux converser en anglais, j'ai aucun souci là-dessus, autant moi j'ai appris avec des ados, et je garde le style, enfin voilà, je ne suis pas capable de d'écrire un anglais, ou en tout cas d'avoir une expression impeccable, digne d'un enregistrement de podcast. Donc je pourrais pas le faire dans l'autre sens. Mais vers le français, je me sentais tout à fait capable et sûre de moi d'avoir une expression française orale, en tout cas assez clean. Et donc j'ai commencé l'enregistrement. Donc j'avais dans les oreilles sur mon casque l'enregistrement original. Et ensuite j'ai lu en même temps. Et faut savoir que l'anglais, quand vous écrivez, enfin quand il y a un texte en anglais et la traduction en français, en général la traduction en français est 2 fois plus longue. Enfin 2 fois non, mais elle est plus longue parce qu'on a besoin de plus de mots en français pour exprimer une idée. Et que là c'était pas le cas avec, moi j'ai pas
ultra couper son texte avec tous ces tics de langage parce que ça fait partie de la discussion. Mais par contre, je me voyais pas faire les « vous savez » aussi souvent et autant. Donc en fait, forcément, j'ai raccourci. Donc au départ, il y a un peu des blancs parce que je suis un peu trop rapide. Et puis petit à petit, sur l'heure d'enregistrement, je suis plus à l'aise. Et honnêtement, j'étais tellement au bout du bout que j'ai dit voilà, je me suis dit, ça sera comme ça pour un premier. Si ça vous a plu, tant mieux. Et en fait, je sais que le deuxième, comme tu dis, on gagne en progression à chaque fois et que le deuxième, je serai plus fluide c'est sûr. sur le doublage pour essayer. Mais j'ai vraiment eu cette sensation assez géniale. Donc, je ne l'ai pas doublé en direct. J'aurais aimé être ce qu'on appelle interprète, c'est-à-dire traduire au fil de l'eau comme on entend les journalistes à la télé. Nelson Montfort. Pour l'image. Il y a des plus classes, mais il y a aussi Nelson Montfort. Mais il a le mérite de le faire. Que tout le monde connaît, les plus jeunes des auditeurs et des auditrices, peut-être pas, effectivement. Et mais voilà, sur un reportage radio ou parce que moi je regarde pas beaucoup les infos à la télé, mais je sais que voilà des entretiens. Je pensais à des entretiens assez chouettes faits à la radio de stars et j'avais un peu l'impression d'être la personne qui traduit. Mais en fait, je l'ai pas fait. Mais en enregistrant avec ma voix dans les oreilles la voix de l'autre personne, j'ai un peu eu ce sentiment. C'était un peu, c'était assez cool, quoi. En tout cas, moi, j'ai adoré déjà être capable d'aller au bout du challenge. Et de voir qu'en termes de téléchargement, j'ai eu alors la créatrice, donc c'est Elise Alex de By Hand London, elle a aussi diffusé sur son feed, et donc voilà, je pense que je sais pas si les Anglais sont autant friands, pourtant il y a des podcasts anglophones de couture, il y en a une dizaine à peu près en gros, enfin que je connais de nom. Mais voilà, je sais pas s'ils ont tous compris que c'était en anglais aussi pour eux s'ils le souhaitaient. En tout cas, mes téléchargements, parce que j'ai fait 2 diffusions, donc j'ai fait une diffusion en anglais pur, parce que me débrouiller en anglais, c'est peut-être pareil pour toi, je supporte pas écouter un truc doublé, quoi. Quand en plus je comprends ce qui se dit derrière. C'est ça. C'est frustrant. J'ai envie de dire, mais tais-toi. Pour moi, laisse parler le mec qui parle anglais. Tais-toi. C'est ça. Donc pour moi, il était hyper important de proposer les deux, justement pour les gens qui, comme moi, auraient envie de l'écouter en langue originale, et pour les autres qui auraient envie d'entendre la traduction. Et j'ai fait le choix de laisser la voix derrière aussi, parce que je trouvais ça important quand on l'écoute en français, d'avoir un peu ce qui se dégage de la voix de l'invité, quoi. Donc voilà. Donc j'ai plutôt eu des retours positifs et des téléchargements assez équivalents dans les 2 langues. Donc je me dis Paris réussi pour un premier et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'adore l'idée à plein de points de vue, mais voilà, ça double le temps de travail, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bon, écoute, bravo. Merci beaucoup. Je voulais te demander aussi un peu quels sont les épisodes un peu pépites que tu recommandes si les personnes qui écoutent Fait Main aujourd'hui veulent écouter Causons Couture, par lesquels tu les invites à démarrer. Alors, c'est difficile parce qu'on n'aime pas choisir entre tous nos enfants, mais non, en fait c'est difficile parce que alors il y en a certainement. En fait, j'arriverai peut-être plus à citer 3-4 où je me suis sentie moins engagée sur le projet, mais j'ai du mal. Enfin, je suis plutôt enthousiaste sur un grand nombre. Bon, il y a cet avant-dernier épisode là avec Elise Alex de By Hand London que j'ai doublé, donc ça, je suis du point de vue de plein de points de vue, je suis très très fière de celui-là. J'ai adoré faire la série sur la lingerie au printemps. J'ai trouvé ça passionnant. Donc avec 2 créatrices et une passionnée en fait, donc du point de vue de la création et du point de vue de la réalisation, on va dire. Et puis alors 2 choses, alors ça c'est plus des séries, donc j'ai fait des hors-séries sur la couture thérapie. Donc ça c'est j'avais parlé de ça, en fait, la couture, c'est une thérapie, je pense, comme plein de loisirs créatifs, comme la cuisine, le jardinage, le tricot, etc. Et donc, j'avais lancé un appel il y a 2-3 ans de ça, et j'ai eu beaucoup de mal j'ai reçu des témoignages écrits géniaux et poignants, mais j'ai eu beaucoup de mal à les mettre en mots, ou en tout cas savoir comment les partager. Et donc finalement, j'ai recontacté certaines de ces personnes pour en faire des épisodes de podcast. Et ça, c'était génial de partager quelque part ou des gens plus professionnels
pour qui ça a été une thérapie, ou des gens lambda, et de voir comment ça les a impactés. C'est une série que j'ai envie de continuer. J'ai redemandé des témoignages, j'ai eu des réponses, et il faut que je prenne le temps de m'occuper de ça et de sélectionner, parce que pour le coup, je me retrouvais dans le cas dont tu parlais, des gens qui racontent des choses que j'ai déjà entendues plusieurs fois ou que j'ai déjà diffusées, et d'autres qui ont des choses qui, à mon avis, sont très très intéressantes. Alors, ça veut pas dire que la vie des gens est moins intéressante les uns que les autres, mais c'est sûr. Qu'il y a quelque chose qui a plus de sens. Et puis tout ce qui est, j'avais fait un trio sur l'entrepreneuriat aussi l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Et puis après, j'avoue qu'il y a tellement de personnalités et de choses que j'aurais du mal à définir. Et toi, sur 140, 150, est-ce que tu arrives plus facilement que moi à le faire? Ouais, c'est assez compliqué effectivement, et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis pas dit maintenant je suis incapable d'y répondre. Après, c'est plus des personnalités finalement avec lesquelles on se sent une affinité plus importante. Tout à fait. Donc, par exemple, Anne-Solange Tardy, que j'ai réinvitée dans le podcast, qui était l'épisode 30, donc il y a super longtemps, et là, l'épisode 103, 102, parce que j'apprécie sa manière de penser et son cheminement, etc. J'apprécie aussi la manière dont elle fait passer les émotions à l'écrit. Bien sûr. Donc voilà, ça m'intéressait de continuer la conversation. Après, Caro Framouland, j'ai toujours été épatée l'engagement qu'elle arrive à avoir de la part de ses abonnés, de ses clientes. C'est absolument dingue ce qu'elle a réussi à construire au fil des années. Donc je suis hyper admirative. Enfin, il y en a plein dont évidemment je suis admirative du travail. Mais voilà, c'est des épisodes qui ont été très écoutés. Sur YouTube aussi, parce que je les mets sur YouTube aussi, les épisodes. Donc pareil, YouTube ou en écoute pure podcast très écouté. Après, il y a des thématiques que j'ai moins proposées, typiquement la céramique, la poterie. J'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas, ça a beaucoup plu, donc je pense que je vais continuer à en proposer. Et puis, c'est une thématique qui me plaît beaucoup et qui est aussi très à la mode, donc voilà, c'est cool. Les bijoux aussi, pas beaucoup. Mais sinon, lequel vous recommandez j'arrive jamais vraiment à savoir aussi si les personnes, par exemple celles qui apprécient la couture, ne vont écouter que les épisodes couture ou vont élargir un petit peu leurs horizons ou pas. Mais voilà, après il y a des personnes, tu sais, c'est un peu tes invités de rêve. Typiquement moi c'est Adeline Clam. J'adore cette fille, elle est extra, elle est d'une gentillesse folle. Donc voilà, allez écouter celui-ci. Moi, j'ai en tête aussi des rencontres, en fait. C'est-à-dire que parfois, tu lances quelqu'un que tu suis, que tu trouves chouette, etc. Et dans la conversation, il y a vraiment quelque chose. Parfois, il y a une synergie qui se fait plus que dans d'autres. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens à qui tu reparles presque pas. Et puis, il y a des gens avec qui la conversation, finalement, se continue de point en point au fil du temps. Et finalement, ça devient des copines internet, en fait, d'une certaine façon, avec qui t'échanges. Alors, copine professionnelle, quelque part, où tu échanges justement d'une problématique, où tu rebondis, des choses. Et c'est vrai que ça c'est assez chouette. Ouais, exactement. J'avais un épisode avec Nina de Nina Bull. Et c'est vrai que j'avais énormément aimé faire cet entretien avec elle sur la couture pour les rondes et toute la sincérité, tout ce qui se sent partagé. Et j'aime bien aussi la suivre maintenant et suivre tout ce qu'on a dit, l'avancée et le cheminement qu'elle fait et comment elle partage. Et pour le coup, il y a tout un questionnement sur son rapport aux réseaux sociaux. Et c'est assez chouette de la voir évoluer là-dessus, quoi, et de suivre ce qu'elle devient, quoi. Et un peu dans la même idée, il y a tous les épisodes avec Saléandre, avec Anne-Claire, qui au fur et à mesure des années est devenue une amie. Et donc on s'appelle régulièrement pour parler de nos vies, nos activités pro, tout ça. Et de temps en temps, on fait aussi des podcasts. C'est pareil en fait, quand elle partage quelque chose ou que je sais qu'il se passe quelque chose de particulier dans sa vie. Et que dans sa vie pro, évidemment, bien sûr. On rentre pas sur évidemment, on peut parler de la partie pro perso, mais pas intime en tout cas. Et donc voilà, et donc j'adore aussi ces épisodes un peu fil rouge
où les gens sont aussi contents de retrouver des personnes qu'ils ont déjà écoutées et qu'ils apprécient. Et c'est quelqu'un qui est vraiment extra. Donc ça c'est chouette aussi, effectivement, des rencontres comme ça. Je pense à Elodie aussi de l'Honorable. Pareil, hyper sympa. Et ouais. Donc ouais. Des beaux épisodes à écouter sur nos 2 podcasts, c'est chouette. Exactement. Bon. Exactement. Et pour conclure, Mathilde, toi, tu écoutes quoi comme podcast? Tu écoutes lesquels? Eh ben, moi, un de mes podcasts préférés, celui qui m'a inspiré, on va dire, c'est le podcast anglais, justement, ou en tout cas canadien, de Love to Sue. Ah oui. Donc, Aimer coudre, qui a été l'élément déclencheur de pourquoi j'ai fait Causons Couture aujourd'hui. Alors, je pense qu'ils en sont 100 ou 200 épisodes. Je pense que c'est incroyable. Elles sont des machines de guerre, les filles. Enfin, c'est passionnant. Et c'est intéressant, justement, de voir, dans une niche aussi fermée, beaucoup plus que toi, de se poser la question de comment on évolue. Parce que est-ce que je continue d'interviewer des gens qui font des patrons et je fais un peu toujours la même chose, ou voilà, elles ont commencé avec depuis quelques années avec des épisodes très thématiques sur genre les fermetures éclairs, voilà, et en fait sur le coup on se dit ouais, 1 heure et demie sur les fermetures éclairs, les gars, vous êtes prêts? Et ben en fait c'est juste génial, quoi, avec des petits segments, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai écouté tous les premiers religieusement, je pense les 50 ou 60 premiers. Depuis j'ai un peu lâché le fil. J'ai bien aimé aussi un podcast qui a changé de nom. C'est The Life Free Miranda. C'est plus du développement personnel. C'est une américaine aussi. Il y a quelques podcasts anglais sur la couture que j'ai bien aimé découvrir. Il y a aussi des podcasts anglais sur la couture, américains ou australiens, sur les couturières de couleur ou métissées. Et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup cette question de la race aux États-Unis, ou en tout cas de la culture, et particulièrement des gens de non-couleur, avec tout ce qui est toutes les différentes immigrations et les colonisations, donc tous les Asiatiques en particulier. Je crois qu'il y a un podcast spécifique sur les gens d'origine asiatique. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'il y a... Voilà, la question de la culture est encore plus grande, de savoir comment on apprend à coudre et comment on se situe par rapport à ça. Et en français, j'aime beaucoup La Poudre. Forcément, c'est assez... voilà. J'avais adoré Les couilles sur la table. Je trouve ça vraiment génial. Donc, voilà. Mais ça, c'est un peu par période que j'écoute. Et toi, alors? Pas du tout les mêmes. C'est parfait. Moi, j'écoute beaucoup en ce moment In Power de Louise Aubery. C'est My Better Self sur Insta. Je la trouve hyper fraîche. Donc, c'est des conversations avec des personnalités assez variées, des sportifs, des artistes, des philosophes, des entrepreneurs, etc. Et elle a 26 ans. Et je la trouve tellement réfléchie et mature et pertinente, en fait, dans ses propos, que je suis toujours un peu scotchée de la manière dont elle aborde les épisodes et les questions qu'elle pose et tout. Voilà, donc j'aime beaucoup ce podcast-là. J'écoute beaucoup aussi La Leçon de Pauline Grisoni, qui c'est des épisodes un peu plus courts et donc c'est une 40aine de minutes généralement, et c'est vraiment des leçons que les personnes ont tirées d'un truc qui s'est un peu moins bien passé dans leur parcours. Alors moins bien passé ou carrément des gros problèmes, hein, mais voilà. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Et puis Génération Do It Yourself, alors qui n'a rien à voir avec notre DIY à nous, hein. Mais c'est plutôt des entrepreneurs ou voilà, encore une fois des personnes assez différentes. Là par exemple, j'en écoute un sur Kev Adams, il y en avait un sur je sais plus quel cuisinier, chef de cuisine. Voilà, donc des profils assez variés aussi, donc très sympa à écouter. Voilà. Il y a les équilibristes aussi, j'aime bien. Je regarde un peu en même temps dans ma Vlan. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais j'aime bien. Je parlais de Pauline Ennio aussi. Voilà, j'en ai écouté aussi beaucoup. Bliss.
Voilà, c'est des podcasts aussi que j'ai écoutés, que j'écoute plus en ce moment, mais c'est un peu le truc où justement je me dis aussi comment arriver à se renouveler pour justement qu'on ne tombe pas dans le même truc que là je l'écoute plus en ce moment, ou bon, sans vraiment expliquer pourquoi. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais beaucoup écouté. Donc j'ai écouté ces derniers temps Femmes ambitieuses, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat féminin. Et puis il y avait aussi comment elle s'appelle, Change ma vie. Qui était un des premiers podcasts tout au début, c'était vraiment tous les débuts, sur le développement personnel, et c'était dans les tout débuts des podcasts aussi, et ça m'avait beaucoup plu et beaucoup touché. Enfin, je trouvais ça très chouette. Ouais, j'en ai écouté aussi quelques-uns, ouais. Mais c'est vrai que tenir sur la longueur, enfin, je veux dire, si c'est entre 20 et 100 et quelques minutes par épisode, si on en suit 4-5, c'est ce temps-là qu'il faut trouver, entre guillemets, à écouter, suivant notre capacité à écouter. Je sais que moi, je vais écouter dans la voiture, quand je cuisine ou des choses comme ça, mais il suffit qu'on fasse pas de voiture. Alors, ça peut être dans les transports en commun, mais si on n'a pas beaucoup de transports, on va dire que c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à se concentrer, à faire autre chose quand ils font... C'est vrai que c'est un travail sur l'écoute qui est... Moi, j'ai des retours des gens qui adorent et des gens qui y arrivent pas, quoi. Et c'est vrai que ça questionne sur... on a tous des fonctionnements de cerveau, je pense, différents, qui fait qu'on arrive à intégrer ce genre de contenu plus que d'autres. Et c'est vrai que parfois, il m'arrive de dire non, mais en fait, il n'y a pas d'image. Et les gens sont là. On pense au podcast, il y a beaucoup de couturières et de créatrices qui font des podcasts sur YouTube, et donc le mot était un peu galvaudé, on va dire, et c'est plutôt des vlogs qu'autre chose, et de dire non, en fait, il n'y a pas d'image, donc tu peux faire autre chose en même temps, ou pas, en fait. Ouais. Non, mais effectivement, comme toi, je pense que c'est une question aussi de temps, parce que on dit, il y a des gens qui disent non, j'écoute pas de podcast, j'ai pas le temps. En fait, tu peux le faire avec autre chose, en faisant autre chose, donc ça c'est cool. Mais effectivement, oui, comme toi, j'ai pas forcément toujours l'occasion finalement d'écouter. Ou typiquement, si je suis à la maison en train de cuisiner et que je me mets un podcast, même si c'est avec le casque et tout, t'en as toujours une de mes filles ou mon mari qui arrive tranquillement, puis qui commence à me parler l'air de rien, tu sais, t'as envie de dire non, mais en fait, je suis en train d'écouter un truc, laisse-moi tranquille. Mais bon. Ouais, moi je sais que j'ai mes auditrices, je pense, qui les écoutent énormément pendant qu'elles cousent. Donc c'est vrai que ça s'y prête bien, quoi. Pendant qu'elles créent, comme je m'adresse à des créatrices, quand elles créent, ça se fait. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être la même chose pour toi, quand les gens bricolent, quel que soit leur bricolage de prédilection, de se dire, c'est pendant ce temps-là qu'on écoute, quoi. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, écouter des podcasts. C'est ça, c'est le mot d'ordre. Pas d'écran, que du plaisir, de la bienveillance et de la passion pour le fait main au sens large. C'est ça. Nous, c'est ce qui nous guide, je pense, la passion de faire découvrir et de proposer des invités toujours passionnants, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai que, on ralouillait un peu sur certains trucs, tout ça, mais c'est quand même que du kiff. Eh ben oui, si on le fait, c'est juste pour ça. Enfin, je pense que moi, si j'y avais plus de plaisir, je le ferais plus, quoi. Ouais, pareil. Voilà. Alors écoutez, et puis surtout faites-nous des retours, parce que c'est chouette quand même. Proposez-nous lancez une conversation sur ce qu'on vous a raconté, comment on vit ça, comment on fait ça en fait aussi. Et puis surtout allez découvrir le podcast fait main de Mélanie, et puis des prochains épisodes bientôt sur Causons Couture de la même façon. Et pareil, parfait. Merci beaucoup Mathilde. Merci Mélanie, à bientôt. À bientôt. Au CSF. Exactement. À bientôt, salut. À bientôt. Me revoici. J'espère que cela vous a intéressé. Vous pouvez retrouver Mathilde sur son site ateliersherwood.fr et sur Instagram avec le même nom. Tout n'est donc pas toujours rose, comme vous avez pu l'entendre, mais finalement comme dans n'importe quelle activité. Au moins celle-ci, on l'a choisie avec Mathilde et on s'éclate tous les jours à vous proposer nos podcasts respectifs. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à partager avec votre cercle créatif les épisodes qui vous plaisent pour nous donner de la force, vous avez vu qu'on en a besoin. Et si vous voulez me donner un coup de pouce également, j'attends votre retour sur mon podcast pour savoir ce que vous en pensez, comme je vous le disais en intro. Rendez-vous sur podcastfemain.fr pour trouver le lien et y répondre. Je vous remercie d'avance parce que c'est très important pour moi. Et puis je vous remercie d'être là également et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.
Évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!